Bonjour à tous et bienvenue sur Penseur Sauvage. Dans la précédente vidéo, on avait parlé de démocratie, et après avoir fait le point sur le sens de la démocratie, sa nature et son état actuel en France en fin 2015, on en était resté sur une série de 5 propositions pour réparer notre modèle actuel sans changer radicalement, et je vous avais promis de vous expliquer pourquoi je considère qu'il faille passer par là plutôt que de changer radicalement de modèle, et surtout pourquoi ces réformes sont actuellement plus difficiles à appliquer qu'elles ne le devraient. Comme je tiens parfois mes promesses, c'est ce qu'on va faire dans cette seconde partie, alors accrochez-vous bien. Restez assis mais soyez attentifs quoi, parce que dans cette seconde partie, on va continuer de parler de démocratie. À présent que nous avons vu comment s'explique la carence de démocratie sur le modèle de la 5ème République lors de la dernière vidéo, que j'espère que vous avez vu parce que sinon vous allez bien galérer à suivre celle-là, commençons par comprendre pourquoi il est important de restaurer le système actuel et non le jeter à la poubelle pour passer tout de suite à un nouveau. Comme je l'ai brièvement mentionné la dernière fois, il y a en premier lieu le risque d'instabilité. Changer de modèle politique n'est pas une mince affaire et il serait naïf de croire que certaines puissances mal intentionnées, soit des états avec des ambitions pas forcément louables, soit des puissances économiques privées, pour citer que ces deux exemples, ne profiteraient pas de cette instabilité nouvellement créée pour tirer leur épingle du jeu. Si par exemple vous voulez d'une nouvelle constitution rédigée par le peuple qui abolit le droit de vote pour un modèle jugé plus démocratique, pour rester sur l'exemple des gentils virus, mais que vous omettez de vous occuper de la question des médias avant de l'appliquer, vous vous exposez certainement à une omerta médiatique qui dénoncera prématurément et violemment à grands coups de sondages bidons, de fausses statistiques et de dénonciations sulfureuses, le coup d'état que vous viendrez de mener en abolissant la belle démocratie représentative qu'était la France pour y imposer un régime dictatorial où les gens n'ont même pas le droit de voter. Enfin, vous vous rendez compte quel monstre vous faites. C'est en tout cas ce que pensera une bonne partie de la population et celle des pays voisins sous l'effet de l'alerte médiatique permanente à votre encontre. Jusqu'à ce qu'un véritable coup d'état, légitimé par votre code de dictateur aux yeux du public, parviennent à vous renverser pour rétablir la démocratie telle qu'elle était. Enfin, entre guillemets. Et au passage, puisqu'il y a eu un coup d'état de votre part juste avant, on va garder un gouvernement de transition technocratique quelque temps. Juste par sécurité, vous comprenez? Alors bon d'accord, j'en fais un peu des caisses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un changement brutal de régime, même s'il n'est pas amené brutalement, ça rend forcément contestable la légitimité du système qui en est. Parce qu'une transition se fait jamais sans difficulté, et même sans rentrer dans des considérations complotistes à la façon d'un film d'agent secret, nombreux sont ceux qui chercheraient à profiter de la situation d'incertitude pour s'assurer que le nouveau régime serve au plus vite leur propre intérêt. Par exemple les États-Unis. C'est un exemple totalement fantaisiste, bien sûr, tout le monde sait que les États-Unis sont gentils et font pas ce genre de choses. Ce sont nos amis, nos gentils amis américains. Mais il y a également un autre impératif qui rend cette étape de restitution de la 5ème République indispensable. C'est que je suis sûr d'une chose, c'est que vous avez tous votre petite idée en tête de ce que devrait être le modèle politique idéal. Ou en tout cas le modèle politique que vous préférez nettement à l'actuel. Et je suis également sûr d'une chose, c'est que rien que parmi ceux qui verront cette vidéo, on trouvera une très large diversité d'opinions sur le sujet. Et c'est justement là le problème avec cette idée de renversement du régime actuel. Lequel mettre à la place? Le vôtre, le mien, celui de votre voisin, celui d'un adhérent du FN? Attention, nous venons d'atteindre le point Godwin politique. Le Front National vient d'être cité et vous êtes à présent tenu de vous dire intérieurement « Oh non, surtout pas ça, je préfère encore voter PS ou LR pour faire barrage ». Et oui, parce que dans ce fourbi de belles idées pour sauver la France, on trouve tout et le contraire de tout. Donc nécessairement des propositions avec lesquelles vous serez pas d'accord, et pour lesquelles il y a pourtant aucune objection à opposer qu'on pourrait pas aussi opposer à la vôtre. Alors comment faire le tri? Le mieux serait-il pas finalement de voter? Ah oui, mais voilà! Puisqu'on vient de détruire l'ancien modèle obsolète et corrompu de la 5ème République, on n'a plus vraiment de système sur lequel légitimer ce vote. C'est un peu emmerdant. Vous voyez où est le problème maintenant? Peu importe la proposition que vous défendez, il n'est pas envisageable de l'imposer par la force. Tout simplement parce que si on souhaite un modèle plus démocratique, il serait absurde de l'imposer de manière despotique. C'est pourquoi, avant d'envisager tout changement de modèle politique, on se doit de revenir non seulement à un système fonctionnel qui permette un débat sur quelle proposition on veut voir remplacer le modèle actuel, mais surtout de revenir à un modèle qui soit le plus grand dénominateur commun pour nous tous. Celui sur lequel on pourra tous être d'accord, au moins dans un premier temps, afin que personne ne puisse contester la validité du nouveau modèle qui sera ensuite décidé au prétexte qu'il aurait alors été décidé dans des conditions illégitimes. Et ce modèle ne peut évidemment pas être autre chose que notre modèle actuel, déparasité, rénové et renforcé démocratiquement par les propositions que je vous ai présentées dans la première partie. Car c'est tout simplement un modèle rodé qui, une fois réparé entre guillemets, suffira à débattre des suites possibles sans que personne n'aille contester sa légitimité. Maintenant qu'on a établi, en tout cas j'espère que c'est le cas, qu'il faut d'abord ne serait-ce que temporairement revenir à ce modèle-là avant d'envisager quoi que ce soit d'autre, prenons un peu de recul pour essayer de comprendre comment ce détournement simultané de toutes les institutions républicaines a été rendu possible, et pourquoi les réformes que j'ai mentionnées ne seraient pas applicables en l'état actuel des choses.
Et par là, je veux dire que même si vous m'élisez moi à la présidence de la République avec exactement ce programme et que je le mets en place, ça suffirait toujours pas à décider de la politique qu'on veut. Parce que oui, comme je le soulignais à la fin de la dernière vidéo, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui implique cette dérive généralisée de nos institutions vers un but commun. Parce que comme je l'ai dit, les médias contrôlés par des groupes d'intérêt privés sont un moyen de détourner les institutions publiques, mais ils en sont pas la cause en elle-même. Et donc il nous reste encore à la chercher cette cause. En effet, on peut très bien imaginer que ces mêmes médias tenus par les mêmes groupes d'intérêt poursuivraient des buts très différents, puisque toutes les puissances privées qui les tiennent ne défendraient pas forcément le même intérêt, et défendraient chacun leur propre intérêt économique. Donc on en arriverait finalement à ce que les médias apportent chacun une opposition à un autre pour défendre les intérêts du groupe qui les finance, et on obtiendra ainsi probablement pas un débat équitable, mais en tout cas pas non plus une collusion aussi unanime que l'actuelle. Il faudra à défaut d'une représentativité politique réelle, au moins des oppositions politiques réelles d'un média à l'autre. Pour qu'au lieu de ça, on ait des médias qui nous proposent tous de concert la même politique globale, en ne s'opposant que sur des détails de forme et jamais sur des questions de fond, il faut bien qu'il y ait un objectif plus grand que les simples intérêts épars de quelques puissances économiques. Quelque chose de plus grand. Quelque chose de continental. Et ce quelque chose existe bel et bien, c'est l'Union Européenne. Alors oui, je vois venir la plupart d'entre vous me dire « Comment ça, mais l'Union Européenne c'est la paix, et dire du mal d'une Union Européenne c'est le discours du FN ?» Alors, détendez-vous un petit peu, empochez votre point Godwin au passage, et prenez le temps de vous poser quelques questions. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'idée d'être contre l'Union Européenne serait forcément une idée d'extrême droite? Pourquoi elle serait au monopole du FN qui seul oserait proposer une telle abomination? Tiens d'ailleurs, vous avez vérifié si le FN propose vraiment de sortir de l'Union Européenne? Prenez 2 minutes pour vous en assurer quand même, parce que vous risquez d'avoir quelques surprises. S'il y avait un référendum, est-ce que vous voteriez pour quitter l'Europe? Je vous dis, non, je peux pas vous répondre. Quitter l'Union Européenne. Non, je peux pas vous répondre parce que je vous dis que moi, si ce référendum intervenait, par définition, comme personne autour de cette table ne voudrait l'organiser, c'est donc que je serais arrivé au pouvoir. Et je me donnerais 1 an pour négocier tout ce qui m'apparaît comme étant profondément négatif dans l'Union Européenne. J'y arrive, tant mieux. En l'état, je demande aux Français ce qu'ils en pensent. J'y arrive pas, les Français diront également ce qu'ils en pensent. Mais encore une fois... Excusez-moi, vous pouvez pas fuir cette question, c'est un thème sur lequel vous êtes en permanence. Je vous demande, est-ce que vous avez envie de sortir de... Est-ce que vous n'attaquez que l'euro ou est-ce que vous attaquez l'Europe? Ma question est simple et je pense que les téléspectateurs peuvent le comprendre. En cas de référendum, est-ce que vous voteriez pour quitter l'Europe? C'est simple de répondre, non? Je vous dis, moi, il y a énormément de points qui doivent être négociés, voilà, clairement. Ouais, c'est pas très radical tout ça pour des extrémistes. Est-ce que c'est pas là en fait un parfait exemple de manipulation de masse? Et si cette conviction généralisée que sortir de l'Union Européenne était une idée fasciste, c'était pas justement ce dont les grands médias s'efforcent de tout leur pouvoir à vous convaincre? Par exemple pour éviter au peuple français de seulement considérer cette éventualité. Est-ce que vous avez seulement déjà osé vous demander « Mais pourquoi faut pas sortir de l'Union Européenne au fait ?» Et d'ailleurs c'est quoi l'Europe? Vous vous êtes déjà demandé ça aussi? Une union économique qui permet à des pays d'avoir des économies plus solides, de faire le poids face aux autres pays du monde? Ah bon? Et ça marche ça? Visiblement pas, puisque la zone européenne est la plus faible croissance du monde. Et je vous apprends pas que le pouvoir d'achat des Français, comme celui de tous les autres pays membres, n'est pas exactement au beau fixe depuis plusieurs années déjà. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais l'Union Européenne ça maintient la paix. Après tout, depuis l'Union Européenne, il n'y a pas eu de guerre, donc c'est que ça marche, pas vrai? Et si moi je vous dis que depuis environ 1950, avec ma famille on plante des slips dans le jardin pour garantir la paix? Est-ce que vous croirez si je vous dis que planter des slips ça garantit la paix? Mais ça marche vraiment, hein? Ah si, la preuve, il n'y a pas eu de guerre depuis. Si ça vous suffit pas, je vois vraiment pas ce qu'il vous faut. Bon, on sera d'accord que c'est un raisonnement qui tient pas forcément la route. De même que l'absence de guerre qu'on loue à la grâce de l'Union Européenne, en tout cas de guerre sur nos territoires, et d'ailleurs même ça à présent on peut se demander si c'est encore totalement vrai, cette absence de guerre, elle peut quand même beaucoup plus probablement s'expliquer par l'émergence des armes nucléaires à la fin du XXe siècle, et de la nécessité d'un équilibre de paix indispensable entre les pays devenus capables de s'anéantir mutuellement sur une seule décision. C'est quand même bien plus probable que ce soit ça qui ait fait que les pays d'Europe ne soient pas déclarés la guerre depuis déjà un bon demi-siècle. Enfin ça, ou les slips plantés dans mon jardin. Ou alors l'Union Européenne, je vous laisse juger ce qui paraît le plus plausible des trois. Mais du coup c'est quoi en réalité l'Union Européenne? Comment ça marche, vous le savez vous? On vote pour des gens qui font que c'est la paix et qu'il y a beaucoup plus d'économies et que c'est très bien. Je résume correctement là, c'est l'idée un peu que tout le monde a en tête ça. Mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne ce modèle européen en réalité? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que justement vous pouvez le découvrir en détail sur cette vidéo, qui n'est pas de moi mais de la célèbre chaîne YPensez dont je pense que personne ne contestera la qualité du travail de recherche. Plutôt que de résumer moi-même le fonctionnement des institutions européennes, je vous invite à aller la voir parce que d'une part Bruce explique ça bien mieux que moi j'en serais capable,
Et d'autre part parce que la chaîne Y Penser, contrairement à ce qu'on pourrait légitimement me reprocher à moi, a réalisé cette vidéo sans aucun a priori sur l'Union Européenne. Et c'est donc avec une objectivité et une volonté de neutralité absolument certaine qu'elle a été réalisée. C'est donc doublement hilarant de voir que malgré cette volonté de neutralité, Bruce en arrive à s'exaspérer du bordel et du non-sens démocratique que représentent réellement ces institutions. Tout simplement parce que c'est inévitable lorsqu'on regarde de près comment elles fonctionnent. C'est absolument n'importe quoi, c'est tout le contraire d'un fonctionnement pensé pour être démocratique ou respecter la volonté des peuples des pays de l'Union Européenne. Je vais résumer très rapidement la chose, mais j'insiste bien que pour comprendre la profondeur du bordel que ça représente, il faut absolument aller voir cette vidéo. Surtout que Bruce est génial, donc vous avez aucune chance de vous ennuyer malgré la complexité du sujet. Message subliminal, abonnez-vous à sa chaîne. Si on enlève toute la panoplie d'institutions secondaires qui ne servent qu'à donner l'illusion d'une division du pouvoir, comme pour en assurer un contrôle plus démocratique, c'est en réalité un et un seul organe qui en tire les ficelles, la Commission européenne, à qui revient le dernier mot sur tous les sujets, et qui s'arroge même une liste de sujets dont elle seule conserve le droit de décision. Et là vous vous dites peut-être, oui mais c'est une démocratie quand même parce qu'on vote pour eux aux élections européennes. C'est touchant mais non, désolé. Aux élections européennes, vous élisez les députés européens, qui siègent au Parlement européen et qui ont le pouvoir législatif, enfin soi-disant. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de voter des lois qui se décident à la Commission européenne, qui elle dispose donc du véritable pouvoir politique, un peu comme si c'était eux les présidents de l'Union européenne, alors que c'est constitué de gens qui sont élus par personne. Vous n'avez donc jamais voté pour ceux qui dirigent réellement l'Union européenne, ceux qui décident de sa politique. C'est tout de même un détail important à garder en tête. Mais quel rapport avec notre système pas démocratique à nous, vous me direz? Eh ben, il se trouve que cette Union européenne, dont les décisions émanent de représentants non élus, sont basées essentiellement sur la doctrine de think tank qui parlent en notre nom à tous et qui sont pris sous l'influence de lobbyistes, cette Union européenne est à l'origine de la quasi-totalité des lois et des orientations politiques économiques, sociales et internationales qui s'appliquent en France actuellement. De même pour les 27 autres pays de l'Union. Je vous rappelle encore une fois que vous avez jamais voté pour ceux qui décident de ce genre de détails. Rendez-vous bien compte que ça veut dire qu'une poignée de gens non élus décident et imposent de lois non soumises au débat démocratique, que ces lois s'appliquent simultanément dans 28 pays, aux populations desquelles on n'a jamais demandé ce qu'ils en pensaient, que ces lois supplantent les lois nationales existantes dans la hiérarchie des normes, et cerise sur le gâteau que ce système a été conçu par et pour des puissances économiques, les mêmes qui tiennent les médias chez nous et dans les autres pays, et qu'il a été créé pour servir leurs propres intérêts qu'ils peuvent alors formuler légalement et faire appliquer par-dessus toute loi existante d'un pays membre. Loi qui, je le rappelle, est censée émaner du peuple et défendre ses intérêts communs dans une démocratie. Étudiez un peu le droit du travail français par exemple, et vous réaliserez bien vite qu'il est pleinement à l'avantage du travailleur et pas de l'entreprise. C'est par-dessus ce droit-là que viennent s'interposer des lois ultra-libérales décidées par la Commission européenne, comme la réforme Macron par exemple. Et n'essayez pas de me dire que la Commission ne décide réellement de rien puisqu'elle ne pourrait qu'adresser des recommandations aux États membres. Ce serait omettre que ces recommandations, entre guillemets, donnent lieu à des sanctions si elles ne sont pas appliquées par les États. Et une recommandation qu'on sanctionne quand elle n'est pas appliquée, vous m'excuserez mais moi j'appelle ça un ordre tout simplement. On en a d'ailleurs un excellent exemple avec la privatisation des barrages EDF. Comme la Commission européenne a trouvé que EDF mettait trop de temps à ouvrir son offre au marché, elle a décidé d'imposer de privatiser tout de suite les barrages, en interdisant en plus à EDF de proposer une offre. Ça veut dire qu'en bref, la Commission européenne a exigé de la part d'EDF qu'ils offrent sur un plateau d'argent à des entreprises privées un service public qui est absolument crucial à l'économie d'un pays. Expliquez-moi s'il vous plaît comment appeler un accaparement du pouvoir politique par des puissances financières élues par personne et sans aucune concertation démocratique, si c'est pas un coup d'État. Un coup d'État juridique et pas militaire, d'accord, mais c'est pas moins un coup d'État quand même. Parce que jamais on vous a consulté sur l'idée même que la France rejoigne un ensemble d'institutions supra-étatiques dont les décisions supplanteront les lois nationales. Alors d'accord, on vous a bien consulté par référendum en 92 sur le traité de Maastricht, mais on vous a pas demandé si vous vouliez que la France fasse partie de la communauté européenne. La question était alors, acceptez-vous que la France ratifie ce traité dans le cadre de son appartenance à la communauté européenne? C'est-à-dire que si vous aviez voté non, la France serait tout de même restée membre de la communauté européenne. De même en 2005, on vous a demandé votre avis sur la Constitution européenne. Mais là encore, la question n'était pas voulez-vous que la France fasse partie de l'Union européenne, mais simplement acceptez-vous que la France ratifie ce traité dans le cadre de son appartenance à la communauté européenne une nouvelle fois. Là encore, si vous aviez voté non, la France serait restée membre de l'Union européenne. Tiens d'ailleurs, on avait voté non. Mais paraît-il qu'on avait mal voté, alors on a renommé ça en traité de Lisbonne, et 2 ans plus tard, Sarkozy nous l'a imposé par voie parlementaire sans référendum. Palme d'or du foutage de gueule. Alors vous pensez peut-être que j'exagère un peu la chose. Mais survolons rapidement ensemble quelques extraits du traité de Lisbonne, et voyons quelle politique implique ces traités. C'est-à-dire à quelle politique nous condamne notre appartenance même à l'Union européenne.
car cette politique n'est pas conséquente de décideurs qui siègent au Parlement européen, ce qui laisserait supposer qu'on a juste mal voté encore une fois. Elle est directement inscrite dans les traités. Ce qui veut dire que peu importe pour qui vous votez aux élections européennes, et même aux élections nationales françaises, c'est cette politique-là que vous obtiendrez, puisque tant que la France sera soumise à ces traités, elle sera obligée d'appliquer ces articles-là parmi bien d'autres. L'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qu'on abrégera TFUE, interdit de contrevenir aux échanges de capitaux. Je traduis, un pays membre n'a pas le droit de s'opposer ni à la délocalisation de son industrie, ni à l'évasion fiscale. Ça s'applique entre les pays membres et les pays tiers, c'est-à-dire au monde entier. On accepte donc de voir par exemple des entreprises encaisser un chèque de plusieurs millions d'argent du contribuable, mettre ce chèque à l'abri sur un paradis fiscal, annoncer des pertes en France, fermer leur usine en laissant plusieurs milliers d'employés au chômage, et aller la réouvrir en Chine où ils pourront exploiter à mort une population mal protégée légalement, avant de réexporter leur production en France pour la vendre avec la plus grande marge de bénéfice possible aux mêmes gens qu'ils ont mis au chômage. L'article 106 du TFUE engage les pays membres à vendre leur patrimoine et privatiser leurs services publics. Ce qui fait qu'on assiste depuis des années à ce manège ridicule qui consiste à critiquer l'inefficacité d'un service public, lui retirer des fonds au prétexte de cette inefficacité, constater que le service marche encore moins bien après, lui retirer encore davantage de fonds, etc., etc., jusqu'à ce qu'on en tire le bilan que décidément les services publics ça marche pas, tout le monde se plaint de leur inefficacité, ça coûte trop cher, et vraiment faut privatiser tout ça, tout le monde y gagnera. Du coup on vend le service en question à un prix sacrifié, immédiatement après l'acheteur nous apprend que les tarifs étaient beaucoup trop bas et que ça pouvait pas fonctionner, il monte les prix, et devinez qui c'est qui rafle la mise et qui c'est qui se fait encore entuber dans le procédé. L'article 121 du TFUE engage les pays membres à déléguer la totalité de leur politique économique aux institutions européennes, dans le cadre de ce qu'on appelle les GOPE, les grandes orientations de politique économique. Ce qui veut dire que la totalité des questions économiques de France ne sont plus décidées par les gens pour qui vous votez. Il faut bien le comprendre ça. Ça implique par exemple le recul des départs en retraite et l'imposition des retraites par capitalisation dont personne ne veut en France mais qu'on continue d'appliquer indépendamment du fait qu'on vote à droite ou à gauche. Article 123 du TFUE interdit à la Banque de France de prêter directement de l'argent, c'est-à-dire contraint à déléguer aux banques privées le monopole du crédit, forçant toutes les entreprises et services du pays, y compris l'État lui-même, à s'endetter auprès des banques privées en empruntant avec des intérêts alors qu'il pourrait autrement emprunter à taux zéro à la Banque nationale, comme il avait toujours fait jusque-là. Ce qui condamne la France à un endettement perpétuel. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, c'est cet article qui remplace la fameuse loi de 1973, qui est abrogée depuis le traité de Maastricht déjà, mais seulement pour faire encore pire avec cet article 123. Bon, je cite que ces 4 articles-là, mais il y en a encore bien d'autres, et je vous mets même un lien vers les traités incriminés dans la description de la vidéo, pour ceux qui voudraient vérifier que j'invente rien. Tous ces articles que je viens de vous citer font partie intégrante des traités européens. Comprenez bien que ça veut dire que la politique qu'ils véhiculent est inhérente à notre appartenance à l'Union Européenne. Tant qu'on sera dans l'Union Européenne, on sera forcé de suivre cette politique, à moins bien sûr, comme le promettent tous les partis politiques, de changer ces traités, de fonder une autre Europe. Mais là encore, pas de chance, c'est cette fois-ci l'article 48 du TUE. Alors attention au passage à pas confondre le traité sur l'Union Européenne, donc le TUE, et le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, donc le TFUE, qui sont 2 traités distincts mais complémentaires. L'article 48 du traité sur l'Union Européenne, donc, impose un suffrage à l'unanimité des États membres pour changer la moindre ligne des traités. Non seulement ça, mais en fait elle impose que la modification doit d'abord être validée par le Parlement européen, avant d'être ensuite approuvée à l'unanimité. Ce qui veut dire que quand un Jean-Luc Mélenchon vous promet de changer l'Europe, ou une Marine Le Pen parce que c'est très exactement ce qu'elle propose elle aussi, même si c'est une autre Europe qu'elle propose, comme n'importe quel parti politique médiatisé en fait. Pour obtenir cette autre Europe, le parti en question doit d'abord se faire élire en France, ce qui est déjà pas évident. Ensuite proposer une modification des traités au Parlement européen, qu'il doit approuver à la majorité. Dans le cas de Mélenchon, rappelons que l'extrême gauche y a actuellement 6,8% des sièges, donc il y aura du boulot pour convaincre l'opposition. Mais quand bien même ça passerait, il faudra ensuite faire l'unanimité des 28 États membres sur la nouvelle vision de l'Europe proposée. Unanimité, on est bien d'accord que ça veut dire que l'ensemble des 28 États membres doivent être pour, et que si un seul d'entre eux est contre, c'est raté. Par exemple, pour lutter contre l'évasion fiscale, il faudra forcément que le Luxembourg soit d'accord. Pour dévaluer l'euro par rapport au dollar, ce qui favoriserait l'exportation en France, il faudrait que l'Allemagne soit d'accord, alors qu'elle a besoin au contraire d'une monnaie très forte. Même pour condamner le nazisme par exemple, il faudrait obtenir l'accord de l'Estonie et de la Lettonie, dont le gouvernement est extrêmement proche des mouvances néo-nazis. Au passage, on finance ces pays-là dans le cadre de notre appartenance à l'Union Européenne.
c'est votre argent qui leur a envoyé, hein. Je me suis dit que ça vous intéresserait de le savoir. Je m'étends pas davantage sur le sujet parce que vous l'aurez compris, ça pourrait durer encore longtemps. Mais j'en reviens donc à ma thèse de départ. Cette construction supranationale est le bébé juridique d'une oligarchie financière qui, grâce à lui, a mis la main sur l'outil politique même de 28 nations simultanément. Comment voulez-vous que le moindre degré de démocratie soit possible dans ce cadre-là ? Il y a donc bien une collusion de toutes ces puissances économiques vers un but qui dépasse l'intérêt individuel de chacune d'elles, puisqu'il leur permet à tout à la fois de protéger leur intérêt. Cette collusion, c'est l'idée de la construction européenne qu'il faut toujours soutenir pour aller plus loin et jamais, au grand jamais, la remettre en cause. C'est pourquoi la totalité des partis politiques médiatisés ne propose jamais d'en sortir. Et je dis bien la totalité, car comme je l'ai dit plus tôt, le FN ne propose pas et n'a jamais proposé de sortir de l'Union Européenne, ni même de l'euro d'ailleurs. Du coup, puisqu'il y a sur ce point une collusion de toutes les puissances financières, et que ces mêmes puissances financières contrôlent les médias de grande diffusion et financent les campagnes des hommes politiques, il en résulte que la totalité des candidats actuels, du moins ceux qui sont médiatisés donc portés à la connaissance des électeurs, défendent ce même intérêt qui est la construction de l'Union Européenne. Et ça va jusque dans la négation de la réalité la plus primaire, puisque je ne vous apprends pas que cette Union Européenne qu'on nous a vendue comme une recette miracle à la croissance et à l'emploi ne fonctionne pas. Elle est en train d'entraîner des pays entiers vers la ruine, il suffit de voir l'exemple de la Grèce qui est catastrophique. Elle défend des intérêts qui sont strictement contraires à ceux des peuples qu'elle prétend représenter, mais à qui elle se passe bien de demander l'avis. Et donc le résultat, c'est que c'est la totalité de nos institutions qui sont vérolées simultanément par ce grand projet. Le président élu défend ce même intérêt et forme un gouvernement qu'il défend également. L'Assemblée nationale est constituée de membres de partis médiatisés qui défendent donc ce même intérêt. Les grands électeurs proviennent des mêmes partis qui défendent eux aussi ces mêmes intérêts. Le Sénat est élu par les grands électeurs qui défendent toujours ce même intérêt. Et même le Conseil constitutionnel, qui est constitué et nommé par des élus, défendra aussi ce même intérêt. C'est donc l'ensemble du modèle de la 5ème République qui est mis en échec. Mais faut-il être défaitiste pour autant ? S'il est en échec, est-ce qu'il est vraiment échec et mat ? Eh bah pas tout à fait, rassurez-vous, parce qu'il existe des solutions. Et comme vous l'aurez évidemment compris, à mon sens, elles passent par les urnes. Mais pour les découvrir, il faudra vous armer encore un peu de patience, parce que ce sera à l'ordre du jour dans la 3ème et dernière partie de cette série. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a pas traumatisé et que vous y avez appris des trucs. Si c'est toujours pas le cas, bah vraiment vous m'impressionnez parce que là quand même j'y suis allé assez fort. Mais bon, tenez bon parce que je suis sûr que dans la 3ème partie vous allez finir par apprendre quelque chose. Si en revanche c'est le cas et que vous avez appris des trucs, et bah oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que comme ça vous pourrez apprendre encore plus de trucs après. Mais aussi de me suivre sur Facebook, Twitter et cette fois même Google+. Non je déconne, toujours pas Google+. N'oubliez pas non plus de partager mes vidéos et surtout de laisser un pouce bleu, et que plus vous serez nombreux à me suivre, plus ça facilitera les choses pour moi et plus je pourrai m'assurer de poster des vidéos régulièrement. Si vous aimez ce que je fais et que vous trouvez que je mérite quand même bien une séance de spa de temps en temps, n'hésitez pas à passer sur Tipeee pour me donner un petit coup de pouce, ça fera super plaisir à mes créanciers. J'en profite au passage pour remercier mes tipeurs actuels, c'est vraiment super sympa à vous de me soutenir. Je peux vous assurer que chaque euro qui est gagné comme ça, bah ça fait toujours un euro que j'aurais pas trouvé autrement, et donc qui me permettra de me consacrer à mes vidéos. J'ai pas cherché spécialement d'autres vidéos que j'aurais pu vous faire suivre à la fin de celle-ci, mais je suis certain que si vous cherchez un petit peu sur YouTube, vous trouvez pas mal de trucs intéressants sur la question de l'Union Européenne, et ça vous permettra d'approfondir la question d'ici la prochaine partie. Là-dessus, je vous dis à bientôt pour la 3ème et dernière partie de cette série sur la démocratie. Ça va être probablement vers fin janvier parce que je vais être occupé tout le début du mois. Mais en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et surtout restez sauvages.